Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous propose une lecture fidèle d'un texte signé Naïm Kamal. Le 1er février 1979, l'Occident déroulait le tapis rouge à l'autocratie iranienne. L'auteur commence son article ainsi: le 1er février 1979, l'ayatollah Khomeini rentre à Téhéran à bord d'un Boeing 747, spécialement affrété par Air France. Une scène de cinéma, une révolution télévisée. Mais derrière la mise en scène pieuse se cache un cynisme d'État. Celui de la France, celui des États-Unis et plus largement celui de l'Occident, qui, par calcul et par aveuglement, ouvrirent la voie au régime islamiste qui allait bouleverser le Moyen-Orient. À la croisée des intérêts, les principes furent épriés de céder le passage. L'auteur ajoute ensuite la neutralité bienveillante de Paris. Le départ de Khomeini de Naufleux-le-Château, petit village bucolique à une quarantaine de kilomètres de Paris, fut tout sauf clandestin. Expulsé d'Irak où il était réfugié, Khomeini a été confortablement installé, en octobre 1978, dans une demeure mise à disposition par ses partisans. Il y tenait audience, recevait journalistes, dignitaires et militants, donnait ses directives et orientations à la Révolution en marche sous protection policière française. Paris justifiait sa présence par l'asile politique, mais la réalité est moins angélique. Le pouvoir giscardien, comme les chancelleries européennes, savait que la monarchie du Shah, ostentatoirement dispendieux, coupé de son monde, qui comptait sur la seule force et la SAVAK, impitoyable police politique, pour moderniser son pays, est en sursis. 4 mois plus tard, Khomeini, transporté par une logistique occidentale, survole le Proche-Orient pour rejoindre un pouvoir dont il a déjà écrit les contours théocratiques. À bord, quelques 150 journalistes et partisans, un bouclier humain, déguisé en envoyés spéciaux et comités de soutien, contre tout potentiel attentat. Il fallait qu'il arrive à bon port. L'auteur ajoute ainsi: Washington ferme les yeux et ouvre la porte à la même période. Les États-Unis envoient en secret le général Robert Huisser, adjoint au commandement de l'EUCOM, commandement des forces des États-Unis en Europe, pour préparer la transition. Huisser n'est pas à Téhéran pour sauver la monarchie des Pahlavis, mais pour assurer l'avenir. Sa mission est de persuader les généraux iraniens de ne pas intervenir, de rester dans leur caserne, de laisser Khomeini et ses partisans faire. Une fois rassuré sur le sort de l'ayatollah, il quitte la capitale iranienne le 3 février. Le célèbre aphorisme « L'État n'a pas d'amis », que des intérêts se manifestaient ainsi dans toute sa splendeur. L'armée, pourtant l'une des plus puissantes de la région, obéissante, reste passive, paralysée, désarmée psychologiquement. Les Américains, obsédés par leur contrôle de la région, espéraient qu'une fois le Shah parti, un gouvernement civil émergera, peut-être avec Bazargan, peut-être même avec un Khomeini raisonnable, contenu par les réalités du pouvoir. Mais les peut-être diplomatiques font rarement de bons calculs. Le retour de Khomeini ne donne pas naissance à une république pluraliste, mais à une dictature cléricale, habillée en révolution populaire, dirigée par des mollahs qui imposeront le turban et le tchador comme outils de gouvernance. L'auteur aborde ensuite les conséquences historiques de cet événement et son inscription dans un basculement global. Dans Le naufrage des civilisations et de Pain Grasset, Amin Mahalouf le démontre finement. 1979 est un tournant tragique. L'Iran aurait pu entrer dans l'histoire comme un laboratoire d'émancipation musulmane, une synthèse entre spiritualité et démocratie. Ce fut au contraire un modèle de régression, une matrice pour les futurs islamismes, venus conforter les régimes autoritaires du monde arabo-islamque dans leur autoritarisme. Un ratage total en conséquence. La sympathie des opinions internationales qui a accompagné la révolution iranienne et la bénédiction occidentale, bien perçue et correctement exploitée, auraient pu ouvrir une fenêtre aux ayatollahs pour développer leur pays, un peu à l'instar de ce que faisait à la même époque la Chine de Deng Xiaoping. Montrant patte blanche, Pékin a su séduire l'Occident et devenir l'usine du monde, grâce à une stratégie patiente qui a inventé la plus oxymorique des formules, le communisme capitaliste ou le capitalisme communiste. Pragmatique et remarquablement efficace, la recette chinoise a été articulée autour de 4 leviers clés: ouverture ciblée, main-d'œuvre bon marché, stabilité politique et séduction économique. La Chine en a tiré des profits colossaux pour construire progressivement sa puissance industrielle, technologique et géopolitique. Lorsque les Américains commencèrent à comprendre dans les années 1990-2000 que l'Empire du Milieu était devenu un sérieux rival économique et géopolitique, il était pratiquement trop tard.
Ne leur restait qu'à commencer à envisager un affrontement avec la Chine comme inéluctable. Dès lors, les relations entre les deux désormais grandes puissances mondiales s'installeront dans une tension continue, mais Washington attendra 2017 pour désigner publiquement dans le National Security Strategy, NSS, la Chine comme principal rival stratégique, une position reconduite et renforcée dans la NSS 2022 et la National Defense Strategy, NDS, qui insiste sur la nécessité de contenir l'expansion militaire, économique et technologique chinoise. Sans se démonter, Pékin continuera de son côté à chercher le condominium avec les Américains, arguant que dans le monde, il y avait de la place pour les deux États rivaux. L'auteur conclut sa chronique en revenant à Khomeini et aux ambitions régionales de la révolution iranienne. Au nom d'Allah et de l'illusion. En lieu et place, Khomeini et ses théocrates décidèrent de déborder les limites nationales. Très vite, l'ex-hôte de Nofleux-le-Château prôna l'exportation de la révolution. Le panislamisme vint remplacer le panarabisme, avec les mêmes illusions, les mêmes discours enflammés, la même harangue populiste, le même ergotage idéologique et les mêmes résultats, insufflant en retour un autre espoir de révolution théocratique chez les sunnites, porté par les frères musulmans et le salafisme djihadiste. Peut-être sans le vouloir, les décideurs de notre monde a laissé un volcan s'ouvrir, en pensant que l'éruption serait contenue. On en subit encore les secousses, de la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran à la guerre Iran-Irak, du Hezbollah libanais à la déstabilisation du Golfe, du nucléaire iranien aux rivalités confessionnelles qui traversent tout le monde musulman. Le Moyen-Orient, lui, déjà mal parti et mal en point, n'a jamais vraiment relevé la tête depuis ce jour de février 1979. Cher auditeur, merci de m'avoir accompagné jusqu'ici pour cette lecture fidèle d'une chronique signée Naïm Kamal. On se retrouve très bientôt sur l'ODJ Média pour une nouvelle chronique. D'ici là, portez-vous bien.